Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette réunion de rentrée macroéconomique chez Gay-Lussac Gestion. Cette conférence va se dérouler en 4 étapes et ne vous inquiétez pas, on va laisser beaucoup de temps pour les questions-réponses. Vous savez que chez Gay-Lussac Gestion, on travaille beaucoup avec Jean-Pierre Petit, on a aussi différents brokers, notamment Goldman Sachs, qui eux sont très bulles quant à la croissance américaine pour 2025. Goldman Sachs est le plus bull qui attend encore 2,3% de croissance aux États-Unis l'année prochaine. Jean-Pierre Petit, lui, attend encore 2%, sachant que le consensus est à 1,7%. Quels sont leurs arguments quant à cette croissance américaine? C'est notamment des capex qui seront toujours en debout, la productivité qui est toujours là, et le cycle immobilier qui devrait également soutenir la croissance. Notamment, vous pouvez voir également sur le slide que le profit des entreprises reste très fort, notamment grâce à cette productivité. Donc ça garde un élément de croissance pour 2025 aux États-Unis. Et certains qui pouvaient s'interroger notamment sur le rebond du chômage aux États-Unis, Jean-Pierre Petit dit que c'est lié à l'émigration. Donc voilà pour le clan des boules. Vous savez que nous, chez Gay-Lussac Gestion, on pense plus qu'on arrive peut-être un peu en fin de cycle aux États-Unis. C'est un cycle qui, pour nous, a commencé après la bulle 2008. L'épisode du Covid était juste un petit épisode. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'indicateurs qui montrent qu'on arrive vers cette fin de cycle aux États-Unis. Premièrement, il y a l'épargne Covid qui est totalement épuisée. Même le taux d'épargne en tant que tel est revenu quasiment au plus bas. Parce qu'il faut savoir qu'avant, les Américains étaient plutôt au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Aujourd'hui, ils ont le taux d'épargne le plus faible possible. La fameuse dégradation d'emploi, il y a un taux de chômage qui est remonté à 4,2%. On verra les chiffres vendredi de l'emploi. Et surtout, le plus important pour nous, c'est l'inversion de la courbe des taux. Vous savez, entre le 10 ans et le 2 ans, après 1 an et demi à 2 ans où la courbe était inversée, elle s'est repentifiée depuis quelques temps et c'est souvent annonciateur de fin de cycle aux États-Unis. Et donc en deuxième partie, maintenant on va basculer en Europe pour aborder finalement les défis de croissance auxquels l'Europe va devoir faire face en 2024 et 2025. Déjà, on a pu voir que l'industrie européenne est fragilisée. En effet, depuis maintenant 26 mois, les PMI manufacturiers européens sont sous les 50, donc à un niveau négatif, qui témoigne vraiment du pessimisme des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier et au niveau de la construction également, et qui est également une production industrielle qui est en croissance négative depuis 1 an et demi. Les principales raisons, il y a forcément la forte hausse des taux par les banquiers centraux. On a également tout un mécanisme industriel en Allemagne qui est un peu bloqué. D'ailleurs, je reviens d'une conférence à Munich où j'ai vraiment pu apercevoir finalement ce sentiment négatif de la part de la direction de ces grandes sociétés, construction, industrie, mais surtout automobile. Et également en France, on a quand même une situation politique qui ne laisse pas beaucoup de confiance aux investisseurs étrangers. Toutefois, même si on pense qu'on a atteint, qu'on est très proche d'atteindre le point bas sur l'industrie en Europe, on ne voit pas de reprise en V. On voit plutôt une reprise progressive et d'ailleurs, même sur des sociétés en France, c'est un peu le message que laissent transparaître ces grands directeurs. Je pense à la construction, des sociétés comme Exaum ou Bassac qui nous indiquent finalement que le point bas est atteint mais que la reprise va être vraiment progressive. Ou également, en dérivés secondes, des acteurs plus exposés à la rénovation énergétique tels que Samsey ou Thermador qui ne voient qu'une reprise très progressive de leur activité. Maintenant, si on bascule sur la slide suivante, au niveau des services, on voit bien que certes, en zone euro, on a encore des PMI au niveau des services supérieurs à 50, mais seulement à 50,5. Et même en France, un PMI des services est retombé négatif après une embellie qui était liée aux Jeux Olympiques, donc qui n'était pas du tout durable. Néanmoins, on voit bien que, encore une fois, ces facteurs que j'ai évoqués avant commencent à peser également sur les services. Toutefois, chez Gay-Lussac Gestion, nous mettons beaucoup en avant la consommation européenne comme facteur de soutien. Pourquoi? Parce qu'on a des salaires réels qui repartent en croissance positive enfin. Vous savez que cette croissance embarquée des salaires sur 2022 et 2023, qui continue finalement d'avoir un effet positif sur la consommation et sur les salaires, et pour autant une inflation qui baisse. On a vu un taux d'inflation qui est d'ailleurs redescendu sous les 2% dans plusieurs pays européens. Également, ce qui va venir soutenir la consommation, c'est toute cette réserve d'épargne en Europe qui n'a pas encore été consommée, contrairement aux États-Unis comme l'évoquait Louis. En effet, ce surplus lié au Covid n'a pas encore été consommé. Et également, on voit que nous sommes à des niveaux de taux d'épargne supérieurs à la moyenne depuis 8 ans. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous restons confiants sur des valeurs exposées à la logistique. Je pense notamment à des sociétés en France comme ID Logistique ou comme Stef.
Cependant, j'aimerais revenir sur un défi un peu plus structurel pour la croissance en Europe, qui est un défi au niveau de la productivité. C'est-à-dire que Louis évoquait avant sur les précédentes slides que la productivité aux États-Unis est un facteur pour le soutien de la croissance outre-Atlantique. Eh bien en Europe, c'est un peu le cas inverse, où en fait on a une productivité qui a atteint un plateau par rapport à des hausses salariales très fortes et donc un coût unitaire du travail qui va être amené à augmenter et qui va peser donc une pression automatique sur les marges des entreprises en Europe. C'est un défi auquel l'Europe va devoir s'atteler et que les sociétés vont devoir s'occuper pour soutenir leur BPA à venir. Dans cette troisième partie, nous allons parler d'assouplissement monétaire. Si on commence par la Banque centrale américaine, la Fed, on a vu qu'elle a marqué les esprits en baissant de 50 points de base en septembre. Pourquoi? Parce que l'inflation est de moins en moins une problématique aux États-Unis et la Fed, qui a un double mandat, va de plus en plus se focaliser notamment sur l'emploi et la croissance. On va enfin revenir dans un marché good news is good news, bad news is bad news, contrairement à avant, où dès qu'il y avait une mauvaise nouvelle, vous savez que la Fed se dit « Ah, elle va baisser les taux, ça va aller mieux ». Aujourd'hui, la Fed est clairement data dependent, c'est-à-dire qu'elle va clairement être liée mois après mois aux chiffres macroéconomiques pour prendre des décisions. Et ce vendredi, ça va être très important parce qu'il y a les créations d'emplois aux États-Unis qui vont être. On attend entre 125 000 et 150 000 créations d'emplois et un taux de chômage stable à 4,2%. Si ces chiffres s'avèrent être moins bons, vous verrez que certains vont reparler même d'une autre baisse de 50 points de base aux États-Unis. Concernant l'Europe, Hugo l'a dit tout à l'heure, l'inflation, pareil, a vachement rebaissé. Pour la première fois, on est revenu même sous les 2% d'inflation, notamment grâce à la forte baisse de l'énergie. Même si lui, le corps est toujours au-dessus des 2%, on voit que la trajectoire continue d'aller vers la baisse et qui va libérer la Banque centrale européenne à faire une éventuelle troisième baisse de taux. Une première au mois de juin de 25 points de base, une deuxième en septembre. Et là, vous savez que le marché va très vite. Avec les derniers chiffres d'inflation rassurants la semaine dernière, le marché anticipe même à 80% une troisième baisse de taux dès le mois d'octobre. Donc clairement, ces trois baisses de taux font beaucoup de bien pour l'économie européenne, à savoir parce que les salaires réels, Hugo en a parlé tout à l'heure, sont supérieurs forcément avec l'inflation qui va redonner du pouvoir d'achat donc aux Européens. Et surtout, le baisse de la coût d'énergie va pouvoir soutenir les coûts de production dans la zone euro. Et donc en quatrième partie, on va aborder la rotation sectorielle vers les valeurs défensives, mais également vers les small caps. Déjà, ce qui est important de noter, c'est la prime de risque entre l'Europe et les États-Unis. Donc vous savez, la prime de risque qui se calcule comme l'inverse du PE forward moins le taux sans risque et qui sert à juger de l'attractivité relative des actions par rapport aux obligations. Quand on regarde, on voit qu'aux États-Unis, ce niveau est de 2%, quand il est de 6,5% en Europe. Donc en plus, inférieur à sa moyenne aux États-Unis, supérieur à sa moyenne en Europe. Dès lors, on peut se dire qu'il y a une plus grande attractivité à s'exposer aux actions en Europe qu'aux États-Unis. C'est un premier point. Mais également et surtout, par rapport à ce qu'on disait, à la fois peut-être avoir atteint la fin du cycle américain et les défis de croissance en Europe, bien finalement, nous pensons qu'il vaut mieux s'exposer à des valeurs défensives. On pense, en tout cas chez Gay-Lussac Gestion, que la récente rotation vers les valeurs cycliques en fait, est plus liée aux facteurs exogènes liés à la Chine, mais que à court et surtout à moyen terme, il vaut mieux se réexposer à des valeurs défensives pour se prémunir du ralentissement économique. D'autant plus avec les mouvements d'assouplissement monétaire qui vont se poursuivre avec la BCE et la Fed, comme l'évoquait Louis. Maintenant, comme vous pouvez vous imaginer, on va vous parler de small cap avec un retard qui est encore une fois considérable. Quand on regarde ce graphique qui est réalisé par Kepler de la performance relative des small par rapport au large depuis 2021, on est sur une sous-performance qui est très marquée, de plus de 25% entre le pic à aujourd'hui. On voit que c'est également, encore une fois, la troisième année de sous-performance relative, ce qui est pratiquement du jamais vu. Sur la slide d'après, encore une fois, là maintenant je reviens plus à du fondamental. Ce graphique a été réalisé par Kepler qui montre les attentes d'IPS sur 2024 par les analystes, donc le consensus. On voit bien que finalement, le mouvement de dégradation des anticipations d'IPS pour les small, mais également pour les mid-cap, a atteint son point bas. Dès lors, on peut s'attendre finalement, vu qu'on est à la fin des révisions baissières sur les attentes des IPS, eh bien on peut s'attendre finalement au point bas atteint sur la classe d'actifs et un début de révision haussière, donc de performance des small cap.
Sur le graphique d'après, alors là, c'est plus de l'analyse technique. On est un peu moins des ayatollahs d'analyse technique chez Gay-Lussac Gestion, mais c'est quand même intéressant de le mettre en avant. Ce canal qui reprend finalement la performance relative des small par rapport au large, eh bien on voit que finalement, depuis c'est la première fois en 25 ans qu'on a quitté ce canal-là de manière relativement durable. Et donc on pense que finalement, on a vraiment atteint un niveau de résistance et que, eh bien, in fine, on arrive sur un point d'opportunité de 25 ans sur la classe d'actifs. Donc en sachant que si on arrive sur l'environnement économique que l'on décrit avec en plus une fin des révisions baissières sur les EPS, eh bien finalement on peut atteindre un niveau d'opportunité et d'attractivité des small caps par rapport au large qui peut vraiment être très important. Et pour finir, sur cette dernière slide, j'aimerais mettre en avant notre gestion et pourquoi on pense que notre gestion va bénéficier à la fois du rebond des small caps et de cette rotation sectorielle. Vous savez, c'est ce que Louis vous martèle régulièrement, notre processus basé sur une faible volatilité, un faible bêta et le momentum, eh bien, permet à la fois de limiter l'impact des drawdowns de marché sur nos portefeuilles, grâce à notre biais vraiment qualité et un peu défensif, tout en étant capable d'aller chercher de la surperformance à moyen et long terme, notamment sur les small caps, sur lesquels nous avons vraiment notre spécificité et notre savoir-faire. Pour conclure, vous aurez compris que chez Gay-Lussac Gestion, on est un peu plus prudent que le consensus quant à cette fin de cycle américaine. Quant à l'Europe, Hugo nous a parlé des défis qu'il fallait relever, on en a bien conscience. Néanmoins, nous pensons que la Banque centrale, avec la baisse des taux, l'inflation qui rebaisse fortement, les salaires réels qui reviennent, qui vont impacter positivement la consommation en Europe, on pense sincèrement qu'il y a des choses à faire en Europe. Hugo en a parlé. Clairement, notre style de gestion low vol, low beta, momentum, qui a pu souffrir de la forte remontée des taux, devrait rebénéficier de la baisse de taux. À cela, la fin de la surperformance des small cap, on l'espère. À quand la surperformance? Il faudrait que les flux reviennent. Mais ce qui serait très important, c'est que si les deux moteurs qui nous manquaient depuis 2-3 ans, à savoir le style low vol, low beta, momentum qui resurperforme et les small cap qui surperforment, je pense qu'on a de très belles années à venir, en tout cas pour nos fonds chez Gay-Lussac Gestion. Merci beaucoup et on vous laisse la place aux questions-réponses. Merci beaucoup.